Tonne a coûté cher aux Québécois. La facture dépasse en fait largement les 110 millions de dollars. Mais elle a surtout ravivé les tensions entre Blancs et Autochtones. Les forces armées canadiennes ont quitté Oka et Châteauguay, c'est vrai. Ça fait plus de 6 mois maintenant. Mais la braise continue de couver sous les cendres. Nos gouvernements ont réussi tant bien que mal à mater la rébellion, mais qu'ont-ils fait concrètement depuis pour satisfaire la montée du nationalisme autochtone? Leurs multiples promesses seront-elles suffisantes pour convaincre les Autochtones de renoncer à ériger de nouvelles barricades, à ériger de nouveaux barrages routiers, à fermer d'autres ponts, ou pire encore, à recourir aux armes? Comme vous avez pu le lire dans le mot de Michel Vien, dans le Journal de Montréal et dans le Journal de Québec, cette semaine, notre question est la suivante. Nous dirigeons-nous vers un nouvel été indien? Pour nous rejoindre sans frais de Montréal, faites le 790-0141. De l'extérieur de Montréal, le 1-800-361-4362. Nous retrouvons votre animateur, Michel Vien, immédiatement après la pause. Les rumeurs les plus alarmistes ont commencé à circuler au sujet de la reprise éventuelle des hostilités entre Blancs et Autochtones. Il y a quelques jours à peine, le président de l'Association des policiers provinciaux du Québec, Jocelyn Turcotte, affirmait que nous sommes assis sur un véritable baril de poudre et que les Mohawks de Kanawake ont commencé à reconstituer leur arsenal. Pendant ce temps, les négociations entre Québec, Ottawa et les Autochtones piétinent, quand elles ne sont pas carrément interrompues. Curieusement, depuis quelques jours, les annonces se sont multipliées. Tenue d'un référendum à Kanesatake, création d'une commission royale d'enquête sur le statut socio-économique des Amérindiens. Et au Québec, tournée de consultation du ministre responsable du dossier. Ces mesures seront-elles suffisantes pour écarter cette épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes? C'est ce dont nous allons débattre ce soir avec les gens que nous recevons en studio, des Autochtones de différentes nations à travers le Québec, certains de leurs représentants juridiques, des résidents et des commerçants d'Oka et de Châteauguay, de même que des politiciens d'Ottawa et de Québec. Monsieur Gabriel, je m'adresse à vous dans un premier temps. Vous êtes vous-même un Mohawk, vous êtes un résident de Kanesatake. Est-ce que je peux vous poser la question qu'on pose à nos téléspectateurs ce soir et vous demander si vous, personnellement, vous avez l'impression qu'on se dirige effectivement vers un nouvel été indien? Il faut s'entendre, quand je parle d'un nouvel été indien, je parle véritablement d'un autre été comme celui qu'on a connu l'été dernier, c'est-à-dire un été marqué par la violence. Puis là, vous parlez de chez nous? De chez vous principalement, dans un premier temps. Bien, premièrement, en général, j'espère que non. Chez nous, ça me surprendrait. Je pense que la plupart des gens se sont aperçus que les armes n'ont rien réglé. Au moment où on se parle, il n'y a encore rien de réglé. Comme ça a été mentionné, là, ça piétine, puis il n'y a pas grand-chose qui se fait. Il y a des promesses qui ont été faites pendant l'été qu'on n'a pas vu les résultats encore à date. Là, l'annonce du premier ministre Mulroney l'autre jour concernant la commission royale, ça peut être intéressant, surtout pour les gens du Longhouse en ce qui concerne les traités de pré-confédération. À l'intérieur de la communauté, là, vous avez mentionné qu'il est censé avoir un référendum bientôt là, pour régler la question du conseil de bande. C'est ce qui est souhaité par M. Seddon, en tout cas. Oui. Une chose qui m'a surpris dans sa déclaration, c'est que le processus de guérison, à date, a rapporté aucun résultat. La raison pour ça est très simple, il n'y en a pas eu encore. On a eu une réunion préliminaire là, afin de ramasser des informations pour qu'on puisse se développer une stratégie de guérison, puis le mettre en marche. Mais à date, le processus de guérison est encore en train de se faire développer. Et puis, il n'a pas commencé encore. Fait que ça, ce commentaire-là m'a surpris un peu. Alors, selon vous, il n'y aura pas véritablement d'affrontement l'été prochain chez vous, en tout cas? Je ne penserais pas. Chez nous, non, mais il y a sûrement des risques ailleurs. Il y a d'autres endroits, effectivement, où la situation est assez explosive aussi. Du côté de Kanawake, M. Cyr, c'est assez particulier. Vous êtes, vous, un Blanc au beau milieu d'Amérindiens, mais vous avez en même temps toute leur confidence. Comment est-ce que ces gens-là se comportent à votre endroit dans un premier temps et de façon générale dans le contexte actuel? Ça prend beaucoup de temps d'avoir leur confidence. Moi, je suis arrivé après la crise l'été dernier, alors je commence tout simplement à me faire connaître un peu. Pour ce que je peux percevoir, j'irai dans le même sens que M. Gabriel. Personne ne souhaite de reprise de ce qui s'est passé l'été dernier. Ils sont par ailleurs conscients des divisions qui ont émergé dans la communauté. Ils essaient de créer des processus aussi de rencontres. On dit healing en anglais, guérison en français, c'est une approximation, en tout cas ça dit ce que ça veut dire.
Ils sont conscients aussi des lenteurs des négociations ailleurs et chez eux. Ils sont conscients aussi, ils sont très sensibles à l'apparente injustice dans le traitement de ceux qui, à Ville-la-Salle, ont tiré des pierres et le sort qu'on fait aux leurs, les procès qui traînent en longueur, les emprisonnements, la querelle sur l'utilisation du français qui risque de remettre encore l'aboutissement des procès. Ils sont très sensibles à ces apparences d'injustice. Et puis ensuite, ils sont en croissance. Ces gens-là qui sont de plus en plus éduqués, qui comprennent de plus en plus les enjeux, qui veulent retrouver leurs sources et leurs racines, en même temps souhaitent que dans les dossiers d'autonomie, dans les dossiers de revendication territoriale, qu'on commence à se comprendre, en fait, quand on utilise le mot propriété, quand on utilise le mot terre, ce qu'on veut signifier par là, et comment sortir un petit peu de ce carcan d'incompréhension et de mur à mur dont ils ressentent très fortement la portée. Alors, c'est dans ce sens-là que je pense pas, si ça ne dépend qu'eux, il n'y aura pas de crise l'été prochain. Mais ils sont de plus en plus sensibles à ce qui se passe ailleurs. Alors, comme M. Gabriel disait, ça pourrait partir d'ailleurs. Quand on parle de Kanesatake, quand on parle de Kanawake, on fait référence bien sûr à la nation Mohawk, mais il y a d'autres nations qui risquent aussi d'être impliquées dans des incidents au rythme où vont les choses, parce que ce mouvement d'impatience dont parlait M. Cyr se vérifie ailleurs. Madame Sioui, c'est vérifiable probablement aussi chez les Hurons. C'est vérifiable à travers tout le Canada. Moi, je trouve que, lorsque j'entends parler tout le monde, là, que nous sommes les apartheids rouges d'Amérique et que vous, les Québécois, peut-être êtes-vous les apartheids blancs du Canada. De la manière que vont les choses, c'est vraiment des points d'interrogation très sensibles. Je crois aussi que M. Ryan a averti qu'il ne tolérera plus ce qui s'est passé. Ça prendra le gros bout du bâton, qui sont les policiers, les forces armées. Je pense aussi que l'été indien, c'est plutôt un été brûlant, un été où on s'apprête peut-être à brûler nos gens, de la baie James ou du poste à la Baleine jusqu'à Kanawake, puisqu'on s'apprête à noyer les gens, des populations. On fait beaucoup d'état de l'écologie, protection de l'écologie, mais l'humanologie, personne n'en parle. Et les humains sont là et qui subissent, que ce soit à Terre-Neuve, au Labrador, que ce soit partout, l'effet de missiles, l'effet Et vous vous attendez à une révolte de ces gens-là? Pardon? Vous vous attendez à une révolte de ces gens-là? Je ne m'attends pas à une révolte. Je m'attends à une révolte peut-être de vous autres, les Québécois. Que vous serez cette fois-là avec nous et que comprendriez, vous allez comprendre que vous n'avez pas de pays à vous et vous êtes 6 millions au plus. Et c'est pas le temps maintenant de vivre de cette manière-là. Nous avons des nations, nous avons un pays, des territoires, nous avons des richesses naturelles et humaines pour reconstituer notre économie. On est le peuple qui vit le plus dans la pauvreté, pire qu'en Haïti ou autre, parce que vivre dans le froid et dans la faim, dans le froid, eh bien, c'est pire que subir ces fléaux-là à la chaleur. D'accord. Monsieur le ministre, je m'adresse à vous tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 6 mois, depuis la fin de ce fameux été indien, pour satisfaire les exigences que vient de mentionner, par exemple, Mme Sioui? Je dois dire que je ne vois pas les choses de la même façon. Je suis d'accord qu'il y a des situations qui requièrent énormément d'attention, énormément de redressement d'injustice, si vous voulez. Mais je pense qu'il faut qu'on aborde les choses en essayant d'identifier les choses qu'on a en commun et les points forts sur lesquels on peut bâtir. Il y a 2 approches qu'on peut prendre. Il y a une approche qui a été utilisée beaucoup durant l'été passé, qui était l'approche de la confrontation pour dire on va utiliser même la violence, même passer outre des lois qui règlent la façon que les gens vivent en société pour gagner un dossier, régler un dossier. Ça ne se règle pas comme ça, M. Gablier l'a dit aussi. Ça fait quelque chose de positif, ça a attiré beaucoup d'attention sur la situation plus générale des Autochtones. Il y a d'autres approches qui ont été aussi mentionnées ici, qui est celle de pouvoir discuter des dossiers ponctuels ou particuliers, sans oublier qu'il y a un composant très général et qui est à travers le pays, finalement, quand on parle du dossier autochtone.
Donc, il y a deux paliers. Il y a les revendications qui touchent l'ensemble des nations autochtones, basées surtout ou centrées surtout autour du développement économique, l'autonomie gouvernementale, avec un lien direct à la question territoriale. Et il y a aussi des dossiers ponctuels qui touchent les communautés. Le danger, c'est que les différentes leaders dans certaines communautés utilisent des moyens de confrontation plutôt que de collaboration pour régler leurs différends en pensant qu'ils peuvent accélérer les choses comme ça. Ce n'est pas vrai. Très bien. Monsieur Perron, avez-vous l'impression que le gouvernement a bien rempli son devoir dans le dossier autochtone depuis la fin de l'été dernier? Non, je ne crois pas, monsieur. Puis je pourrais vous dire ceci, c'est que pour revenir à la question qui est posée ce soir, moi, je pense qu'à l'échelle pan-canadienne, il n'y aura pas de crise comme il y en a eu l'été dernier. Et ça a trois raisons fondamentales. La première, c'est qu'effectivement, il y a des nouvelles orientations du gouvernement fédéral face à l'ensemble des nations autochtones au niveau pan-canadien. Il y a la commission royale qui a été mise en place, qui peut aider à régler certains problèmes. Et il y a aussi la déclaration de M. George Erasmus qui a fait en sorte, justement, de mettre un peu de baume sur les plaies verbales qui avaient été créées au cours des derniers mois, et en particulier durant la crise d'été dernier. M. Erasmus qui a demandé aux Québécois de se joindre aux Autochtones, finalement, pour négocier une entente stratégique quelconque en matière constitutionnelle. Oui, effectivement. Effectivement, mais maintenant, au niveau du Québec lui-même, je pense que c'est très différent. Parce qu'actuellement, il y a au moins 3 dossiers qui sont extrêmement chauds au niveau du Québec. Je parle à l'intérieur du territoire québécois, celui de 1912. Et ce que je pourrais vous dire, c'est qu'il y a un énorme retard qui a été créé suite à la motion qui a été passée à l'Assemblée nationale le 20 mars 1985 par René Lévesque lui-même, qui donnait suite aux 15 principes de 1983. Et depuis ce temps-là, au cours des 5 dernières années, il n'y a rien eu, mais là, on remet dans 2 ans ce qu'il aurait dû se faire il y a effectivement 5 ans. Mais les dossiers qui sont chauds actuellement, il y a le dossier des cris par rapport à Grande Baleine, vous avez le dossier des Mohawks, de la nation Mohawk, qui n'est toujours pas réglé, et vous avez le dossier de la véranderie, le lac Barrière dans la véranderie concernant les Algonquins. Moi, qu'est-ce que je veux dire? On connaît le problème de ce qui se passe au Québec et au Canada, mais pourquoi une commission royale? Moi, c'est la question que je me pose. Pourquoi pas faire plutôt une commission pour régler les problèmes et non pas aller chercher les problèmes? On les connaît, les problèmes. Je pour répondre, Mme Sioui, tantôt, pour la question de l'apartheid, ça me fait un peu de peine de me faire traiter de cette façon-là, parce que je vais parler en tant que moi. Personnellement, je ne crois pas que je suis raciste d'aucune façon. Je crois que ce n'est pas l'apartheid, je crois que c'est la lenteur du gouvernement fédéral à agir dans la crise autochtone. Comme là, ils veulent faire une commission qui va retarder encore la cause de nos 3 ans. Alors, je crois que ce qui est arrivé à Oka et à Kanetsaki l'été passé, c'était pas réellement contre les Blancs, mais contre le gouvernement. C'est une frustration que les Amérindiens ont été survoltés parce que le fédéral ne répond jamais à leurs questions. Ils ont un peu le même problème que nous, les Blancs, ils ont le même gouvernement. D'accord. Alors, chaque fois qu'on pose une question, c'est retardé. La commission royale d'enquête. Oui, si vous voulez, sur la commission royale. Oui. C'est une commission qui a été réclamée là, depuis presque toujours par les Amérindiens pour déterminer, par exemple, des questions fondamentales comme la souveraineté, comme les questions territoriales, comme les amendements sur la loi sur les Indiens. Actuellement, le premier ministre dit, ça n'exclut pas, par contre, que toute autre discussion constitutionnelle doit inclure des Autochtones et enclencher le processus constitutionnel. Mais, vous savez, pour des gens qui ne sont pas dans le système, c'est vrai qu'il y a apparence de lenteur, mais le ministère des Affaires indiennes, c'est, à mon avis, moi, un monstre administratif comme il n'y en existe pas. Et, pour quelle raison? C'est parce que c'est tellement, voyez-vous, réglementé, compartimenté, régionalisé, que j'imagine que pour un Autochtone qui a affaire au ministère des Affaires indiennes, ça doit être la chose la plus frustrante. Mais moi, je veux terminer. Même un Blanc aussi. Mais le ministère des Affaires indiennes a été créé, OK, pour essayer de répondre à cette époque-là à des besoins. Moi, je prétends qu'il faut changer la loi sur les Indiens parce qu'il est vrai qu'elle est paternaliste et qu'il faudrait peut-être que ce soit les Autochtones qui voient à ces choses-là. Si vous me permettez, on parle beaucoup que le gouvernement n'a rien fait, une lenteur administrative. Écoutez, les problèmes sont immenses. Les capacités de régler ces problèmes-là en termes administratifs, en termes de dollars et en termes de capacité physique sont telles qu'il faudrait tripler le ministère des Affaires indiennes pour aller aussi vite que le voudraient certaines personnes. Il ne faut pas tomber dans le panneau, là. Vous me dites, Mme Bourgault, que ça satisfait les Amérindiens. On en a des Amérindiens avec nous. Que la commission royale d'enquête soit... ait lieu, oui. Monsieur Dufresne, est-ce que c'est le genre d'études que vous attendiez, que vous espériez? Premièrement, je trouve que c'est le jeu qu'ils ont toujours joué. Les élections s'en viennent, on va faire une commission d'enquête. Après ça, on va venir aux élections. Là, ça sera pas le temps. On verra ça après les élections.
après les élections, si malheur, il y a un nouveau gouvernement, ben lui, il va dire, je suis pas au courant du dossier. Il y a une chose importante que monsieur a dit, puis je pense qu'il faudrait que ça soit pris en considération, c'est que les Autochtones ont eu aucune animosité contre les Québécois en tant que tels. Puis ce que je comprends pas, c'est l'intolérance des Québécois à comprendre notre point de vue. Comment, eux, peuvent-ils revendiquer des droits s'ils ne sont pas capables de reconnaître les nôtres? Donc, avant de demander quelque chose, il faudrait que tu commences à reconnaître les mêmes droits aux autres. Après ça, ils se sentent frustrés parce que le reste du Canada, on pourrait dire, s'énerve un peu. Donc, il faudrait qu'ils commencent à regarder ce qui se passe dans le cours. Monsieur Curtnes, s'il vous plaît, on revient à vous, Monsieur Bastien, tout de suite après. Je ne voudrais pas qu'on mette le focus sur la Commission royale d'enquête, parce que finalement, c'est pas ça qui est la priorité. Les études sur les conditions sociales, culturelles et économiques des Autochtones, il y en a plein dans les deux gouvernements. Je pense que ce qui est fondamental, puis c'est là qu'est la priorité, c'est qu'il faudrait reconnaître une fois pour toutes les droits aborigènes dans la Constitution, reconnaître ce que M. Sirois disait tantôt, les droits d'autonomie gouvernementale, puis une fois qu'on aura le pouvoir de s'autogouverner puis de s'autodéterminer, on va leur démontrer au même titre que tout le monde qu'on n'est pas plus dépourvu que les autres, puis qu'on est capable de se développer sur le plan économique, puis par voie de conséquence, sur le plan social, sur le plan culturel. C'est ça, à mon avis, qui est important. Pas des commissions royales d'enquête, mais la reconnaissance des droits aborigènes. Ça voudrait dire quoi concrètement, la reconnaissance de vos droits? Bien, ça veut dire le droit de s'autogouverner, la reconnaissance des territoires, madame, puis c'est très facile à répondre. C'est que si on a la gestion des ressources naturelles, on n'est pas plus dépourvu que les Québécois ou les Canadiens pour être capables de gérer les ressources naturelles. Puis quand on aura participé à l'indice de richesse, on sera en mesure de se développer sur le plan économique, sur le plan social, puis sur le plan culturel. Ce qui n'est pas possible dans les réserves indiennes. Vous connaissez la loi sur les Indiens. Il n'y a pas de pouvoir d'hypothèque, il n'y a pas de pouvoir de cesse-assiduité. Alors, il n'y a aucun potentiel de développement économique. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est la reconnaissance des territoires, la liberté de pratiquer nos activités traditionnelles. On va leur montrer qu'on est respectueux d'un développement harmonieux en fonction de l'écologie et de l'environnement. On est capable de le faire, on l'a toujours fait. Sébastien. Bellil. Bellil, pardon, oui. Voici, moi, je trouve que quand on parle que les Québécois ou les Blancs n'aiment pas les Indiens, je crois que c'est extrêmement injuste. C'est tout simplement qu'il y a une méconnaissance de la culture indienne et je viens de passer là, 12 semaines à Oka, presque à pleine journée. Et j'ai été élevé quand même dans le milieu et j'ai appris à connaître, je connaissais des Indiens. Mais la culture indienne, la mentalité, je me suis aperçu que je ne la connaissais pas. Et bon, un de mes professeurs a été mon ami Alan ici. Et c'est peut-être ça, finalement, qui fait qu'il y a tant d'émotivité autour du problème amérindien. Et c'est ce qui fait que peut-être les Indiens disent que les Québécois ne les aiment pas, ce qui est absolument faux à mon avis, et que les Québécois se font traiter de pratiquer l'apartheid ou de pratiquer des injustices qui ont été portées presque à l'échelle mondiale et qui ne correspondent pas, mais pas du tout, à la tolérance actuelle que se manifestent les deux peuples, le peuple québécois et le peuple amérindien. Et ça se répercute à travers les provinces également. M. Jolicoeur, cette tolérance dont parle M. Bellil, vous êtes à même de la vérifier sur le terrain? Ça fait 7 ans que je demeure avec les Indiens. Je vis dans des enclaves blanches parmi les terres fédérales. Et on a très bien vécu, mettons, pendant toutes ces années-là, sans frustration avec les Indiens. Alors, je ne crois pas, mettons, qu'il y ait rien entre Indiens et Blancs dans notre région, en tout cas, et je ne la vois pas ailleurs dans d'autres régions. C'était vrai jusqu'à l'été dernier, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui? Ça n'a jamais changé. On ne peut pas dire, mettons, que la crise de l'été passé a été créée par les Indiens de notre région, quand on sait que 95% des Indiens de notre région ont été évacués, la même chose que les Blancs. Alors, ce ne sont pas les Indiens de notre région, mettons, qui ont créé tout ce qu'on a connu l'année passée. Alors, qui a créé la crise en question? Ce sont des éléments extérieurs. Il y a eu énormément d'éléments extérieurs. Bon, attendez un instant, M. Bond dit les journalistes, ça c'était un peu facile. On n'était pas derrière les barricades. M. Chanderland, tantôt, qui a dit quelque chose. Tout l'hiver, pas tous les journalistes, certains journalistes, ils ont fait beaucoup de racisme, autant sur le côté français qu'autant sur le côté anglais. Il y a certains postes de radio ou quoi que ce soit qui attaquent beaucoup les Amérindiens. Les Québécois répondent des fois sans savoir qu'est-ce qu'ils répondent. Et regardez cette semaine, Erasmus, quand il a fait sa conférence, et puis il a dit qu'il voulait se rejoindre au Québec.
Il n'y a pas un poste anglais ni un journal anglais, en tout cas jusqu'à matin, qui ont parlé de ça. Sauf les postes français n'ont parlé. Alors, ils ont montré, mais les Anglais ne voulaient pas montrer... créer la frustration. Les Anglais ne voulaient pas montrer, les journalistes anglais, aux Indiens que les Québécois les respectaient, puis on s'entendait bien. Alors, ce côté-là, côté de racisme, je crois que les journalistes ont beaucoup à rapport à ça. Monsieur Gabriel, Monsieur Jolicoeur disait il y a un instant, il y a 95 des Amérindiens avec lesquels on s'entend très bien. Est-ce qu'il y aurait 5 seulement de la population amérindienne qui serait responsable des troubles qu'on a connus chez vous l'été dernier? Non, pas les Amérindiens qui sont responsables. Ce sont les gouvernements qui l'ont provoqué. Qui étaient sur les barricades de l'extérieur. Ouais, mais pour moi, c'est pas ça la question fondamentale. Là. Moi, je voudrais revenir aux revendications territoriales. Puis... C'est important de savoir ce qui va se passer l'été prochain. Est-ce que ces mêmes éléments extérieurs auxquels on fait référence vont revenir chez vous à Kanesatake? On ne peut pas prévenir ce qui va se passer dans l'avenir, mais je voudrais revenir à une autre chose, là, parce que là, ce matin, j'ai fait une conférence à l'université ici, puis on m'a posé la question, qu'est-ce que les Autochtones revendiquent? Lorsque vous parlez d'autonomie gouvernementale, de souveraineté, de juridiction sur un territoire. Dans le fond, c'est ça. Mais on voit aussi le dilemme dans le Québec aujourd'hui avec le Canada, là, que le Québec veut se séparer politiquement. Puis on pense qu'avec les Autochtones, c'est ça. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a du côté pessimiste où on dit, bon, ben là, on crée des séparations partout. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Moi, je regarde de l'autre côté, puis je dis que si nous, en tant qu'Autochtones, on est respectés, puis le Canada, puis la société en général respecte le fait qu'on a été autodéterminant avant l'arrivée des premiers colons, puis qu'on peut continuer à le faire. Pour moi, ça, c'est de créer une atmosphère de coexistence, pas nécessairement de séparation. On a des traités qui prédatent la Confédération, qui définit justement ça. Il y en a qui définissent ça comme une séparation, puis qu'on bâtit des murs. Mais la façon qu'on regarde ça, nous autres, c'est à travers de ces traités-là qu'on trouve le moyen de coexister, puis de régler les différends qui peuvent se présenter. D'accord. M. Perron? Oui, sur cette question-là, concernant les problèmes que nous avons vécus l'été dernier et ceux qu'il est possible qu'on vive, mais j'espère que non. Il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que lorsqu'il n'y a pas de volonté politique de la part du gouvernement pour faire avancer les choses, pour régler les dossiers ponctuels, on ne peut pas aller très loin. Il y a une autre chose que je voudrais vous dire, qui est en rapport avec ce qu'a dit le chef Kirkness de Pointe-Bleue. Vous savez, puis je reviens à la motion de 1985 du 20 mars. Elle est extrêmement importante parce que c'est sur le fond, justement, qui se rapporte directement aux revendications des Autochtones. La question territoriale a extrêmement d'importance. La question du droit à l'autonomie a extrêmement d'importance. Vous avez aussi les droits par rapport à la langue, à la culture, aux traditions, etc. Vous avez aussi le droit de posséder des terres. Savez-vous qu'aujourd'hui, ça c'est complètement aberrant, un blanc québécois, il a le droit d'aller chercher ses lettres patentes pour bâtir sa maison. Saviez-vous que, à cause du fait que c'est soit le gouvernement du Québec ou soit le gouvernement fédéral qui appartient la terre où est construite la maison, puis ça c'est complètement aberrant, c'est même pas la nation autochtone qui l'appartient, c'est même pas la communauté autochtone locale comme à Ouachat ou à Maliotenam qui l'appartient. C'est complètement aberrant en 1991 de voir ça. Et là, il y a toutes sortes d'autres sujets qui rentrent en ligne de compte. Et il faut absolument mettre l'accent sur des négociations. Si on dit dans la motion de 1985 qu'on reconnaît les nations autochtones, les 11 nations autochtones du Québec, avec la nôtre, la nation québécoise, je vois pas pourquoi c'est qu'on pourrait pas s'asseoir, négocier de bonne foi, d'égal à égal, pour en arriver à signer après négociation. Encore faudrait-il savoir, M. Perron, avec qui on va négocier. Ouais. Et ça pose un problème actuellement dans le cas de Kanesatake, M. Lacaille. Pourquoi, par exemple, est-ce qu'on refuse le référendum que vous suggère M. Seddon? C'est pas une question de le refuser, c'est une question de reconnaissance de droit aussi, là. Est-ce que les gens de la communauté le veulent vraiment? La position est non. Le Longueuil s'est prononcé, ils ne participeront pas. Ce n'est pas dans la coutume autochtone. Mes clients se sont prononcés, ils ne participeront pas non plus. Qui veut participer? C'est simplement le ministre. Et le ministre, c'est qui? C'est les marionnettes qui sont mises en place de la part du ministre, pour la simple raison que c'est avec eux qu'ils veulent négocier. Pourquoi? Parce que c'est eux qui veulent négocier aujourd'hui. Il y a 6 mois, c'était un autre groupe. Il y a 6 mois, c'était un autre groupe. Là, si on parle de la crise l'année dernière, il faut retourner à l'arrière. Qu'est-ce qui a créé la crise? Est-ce qu'on va avoir une autre expansion de terrain de golf sur un cimetière indien et puis une terre ancestrale? C'est pas simplement ça, la crise, c'est la volonté politique de vouloir l'empêcher. Il n'y a eu aucune volonté politique l'année dernière de vouloir empêcher le gouvernement municipal de faire une expansion sur une terre autochtone. Et là, c'est ça qui a créé la crise. Monsieur Lacaille, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a 7 factions à Kanesatake? Non, il n'y a pas 7 factions, il y a 3 factions. Il y a eu un certain regroupement, effectivement. Non, les 7 factions, si on parle de 7 factions, on parle de la coalition, c'est 4 groupes. Ces 4 groupes-là représentent environ 4 familles.
Et ça représente en majorité 85 personnes. On l'a vu le 27 et le 28 février, lorsqu'ils se sont présentés pour essayer d'obtenir mandat pour négocier une entente. Ils ont fait deux rencontres. La première rencontre, il y a eu 85 personnes. La deuxième, il y en a eu 25. Mais est-ce qu'il y a une de ces factions-là qui peut prétendre représenter les 900 résidents La position du conseil de bande a toujours été la même depuis le mois de juillet l'année dernière. Ils vont refuser de s'asseoir à toute table de négociation tant et aussi longtemps que le ministre n'acceptera pas de négocier avec tous en même temps. Alors, tant et aussi longtemps, depuis le début, le ministre choisit un groupe, le met de l'avant, choisit un autre groupe, le met de l'avant. Ça ne réglera pas le problème. Tant et aussi longtemps que toutes les factions ne seront pas assis, le conseil de bande n'ira pas légitimiser une négociation. Depuis 1969 que ça perdure, ça, cette espèce de division, que c'est moi qui devrais être là, c'est pas lui, c'est nous, c'est pas eux, c'est nous. Alors, à un moment donné, pendant plusieurs années, et moi, depuis 1984, j'ai décidé de m'en occuper de ça pour essayer de forcer, justement, qu'il y ait un processus final, un processus, plébiscite, la Cour... qui s'impliquent, qui n'ont pas d'affaires à s'impliquer dans l'ingérence politique autochtone. Alors, je m'accuse d'ingérence politique, effectivement, je m'accuse, et je suis donc coupable de m'être ingérée dans la question politique des Autochtones à Kanesatake parce qu'on me l'avait demandé. Alors, donc, finalement, le ministre a répondu qu'il y aurait un plébiscite, et il va donner des détails la semaine prochaine en rapport avec la façon dont ça va se faire. Et c'est une façon pour le ministre de permettre justement à la communauté autochtone de Kanesatake de faire cet exercice-là, d'aller dire une fois pour toutes avec quelle méthode veulent-ils élire leur chef, avec la méthode traditionnelle par les maires de clan ou par une méthode d'élection au suffrage universel. C'est simple, c'est pas compliqué, ça ne demande pas 56 000 dossiers sur les murs. Mais M. Lacaille et son groupe, le conseil de bande a été... Le conseil de bande... Un instant, je vous prie, là, on ne s'entendra plus. Si vous me permettez, laissons Mme Bourgault terminer. On a été demandé par des lettres, des soumissions, des pétitions, des téléphones. On a des preuves irréfutables que la majorité de la population veut un changement. On les a, les preuves, on les a montrées. Alors, on a invité les gens du Longhouse, de même que la coalition qui représentait les 7 factions, de même que M. Lacaille et son conseil de bande, ça veut dire M. Lacaille est l'avocat, mais son conseil de bande n'est pas là ce soir, de venir s'asseoir aux tables de négociation. Pourquoi ne veut-il pas venir s'asseoir aux tables de négociation? Dites-moi le donc. Dites-nous le donc. Pourquoi ne veut-il pas négocier avec nous? On va légitimiser un processus sur lequel la communauté autochtone ne s'est pas mise d'accord, mais que le gouvernement veut imposer pour faire une enclave juridictionnelle sur la loi sur les Indiens, que la tendance nationale veut rejeter. Alors, Monsieur Bellil, vous les avez rencontrés, ces gens-là, vous le dites vous-même, il y en a 7 factions sur le terrain. Vous parlez avec qui quand vous allez rencontrer les gens de Kanesatake, vous? Moi, j'ai parlé avec des Indiens, à titre privé surtout, puis je suis d'autant plus à l'aise pour dire que j'ai pas pu parler avec la coalition. Or, à date, là, j'ai parlé avec des Indiens à titre privé, et quand même en nombre assez considérable. Et je peux vous dire que tous les Indiens rencontrés souhaitent ardemment retrouver une certaine unité pour pouvoir négocier avec le gouvernement fédéral. À cette date-ci, l'unité n'existe pas. Et cette unité-là, elle est l'affaire des Indiens, et c'est aux Indiens à la constituer. Mais c'est certain que le gouvernement fédéral peut apporter des mécanismes ou suggérer des mécanismes pour la lui faire retrouver. Absolument pas. Maître Bellil, c'est aberrant ce qu'il vient de dire, parce que... Oui, attendez une petite seconde. Monsieur Jolicoeur, on va à Mme Sioui tout de suite après et à M. Guy. Si je comprends bien ce que Maître Lacaille vient de dire, c'est qu'il y a eu, mettons, une structure de mise en place et par le ministre des Affaires indiennes pour aller, mettons, je pense, mettons, diminuer ou fragmenter, mettons, le leadership. Et vous avez essayé de rencontrer ce leadership-là. Pas le fragmenter, essayer de le réaliser. Mais vous avez essayé de rencontrer ces gens-là et puis vous n'avez pas été capable de les rencontrer. Et Maître Lacaille dit, mettons que... Ben, c'est la raison pour laquelle on tient ce débat actuellement. Ça semble pas évident. 450 en point 85. Alors... C'est une marionnette, mettons. Madame Sioui, je pense... Madame Sioui, vous dites que ça brise votre façon de procéder habituelle. Oui, en quoi est-ce que ça viole vos coutumes? Il y a des gens qui veulent tout briser, désunir pour régner. Oui. Et c'est comme ça que vous avez fait depuis 400 ans. Vous détruisez tout, puis après, vous voulez arranger les choses. Pourquoi il n'y a pas une commission d'enquête faite sur le ministère des Affaires indiennes
et les ministres et tous ces gens-là qui sont grassement payés. Et on dit, bien, les Indiens nous coûtent cher. C'est absolument faux. Si on vous coûtait cher que ça, on ne serait pas tous sur le bien-être à 80 % sans emploi. Et les réserves seraient des lieux où on peut vivre dignement. Mais c'est pas ça que vous faites. Ce sont des fonctionnaires qui travaillent à des salaires de ministres. Et c'est comme ça que l'argent s'en va. Monsieur Gay. Pour tous ces gens-là. Alors, même s'il y a de l'unité dans la communauté, comme dans le cas du Lac-Barrière, la communauté est unie, la communauté a déclaré clairement qu'il était prêt à faire de la prison pour empêcher la destruction de leur mode de vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 ans passé, quelque temps, le gouvernement du Québec a donné les forêts de la province de Québec. Il n'y a pas eu de discrimination, là. Tous les Québécois ont été traités de la même façon. C'est leur forêt aussi, si c'est pas qui a été donnée, sans qu'il y ait consultation publique, sans qu'il y ait des audiences sur les effets de l'environnement, sans qu'on consulte avec les gens localement, que ce soit des communautés autochtones ou des communautés qui dépendent, les villes, les villages qui dépendent de ces forêts-là. Et avec la destruction de la forêt, puis c'est clair, il y a eu à moitié du parc La Vérandrie qui a été déjà coupé, le bois a été sorti déjà dans les 20 dernières années, ça veut dire la destruction du mode de vie autochtone. Alors, même si la communauté est unie, ça ne veut pas nécessairement dire que le gouvernement va négocier, et c'est ça le problème. Je suis le premier à être d'accord avec M. Rose qu'il faut négocier. C'est ce qu'on demande depuis des années. Premièrement, on ne peut même pas obtenir des rencontres avec les ministres au début, quand on a commencé à parler de ça. Alors, je trouve ça tout à fait aberrant qu'on fasse des transferts massifs de richesses comme ça à des intérêts privés, sans qu'il y ait une consultation avec les populations qui sont concernées. M. Picard, avec les Atikamekw montagnais, vous négociez depuis un certain nombre d'années avec le gouvernement du Québec. Avez-vous l'impression que le gouvernement respecte vos prises de position? Je pense, j'aimerais peut-être beaucoup plus continuer sur un commentaire de M. Bellil tout à l'heure, puis je pense que c'est un point important qu'il a soulevé, c'est la question de la compréhension. Puis, à ce niveau-là, je pense qu'il y a un potentiel de compréhension mutuelle au niveau de la société québécoise et des Autochtones. Mais je me pose la question, ce potentiel-là au niveau des gouvernements. Et je pense qu'on est bien placé pour le savoir parce que, comme vous le dites, on est assis à une table de négociation, ça fait maintenant 12 ans au niveau du Conseil Atikamekw montagnais. L'expérience qu'on a finalement, c'est qu'on se trouve souvent confronté à des lois qui existent déjà, qu'on a de la difficulté à changer. Et on nous dit qu'on a des demandes démesurées par rapport à ce que le territoire peut produire. Mais d'un côté, on ne pense pas aux nombreuses concessions qu'on a déjà faites depuis 350 ans, 400 ans. Et je pense que si il y a une volonté de part et d'autre, je pense que de notre côté, on l'a démontré amplement depuis 3 siècles. Et s'il y a cette volonté-là existe au niveau des gouvernements, je pense qu'on est au moins sur une meilleure voie que maintenant. M. Dufresne. Je pense qu'il n'y a aucune volonté des gouvernements parce que la question des terres, c'était pas pour être mis à une ou à l'autre faction. C'était pour être remis à la nation. Le gouvernement s'est servi de ça pour encore se débarrasser de ses engagements. Parce qu'il avait dit, quand les barricades vont baisser, on va vous donner terrain. Qui remettent les terrains à la nation? Maintenant, les nations, puis je suis sûr que le Conseil de banque puis le Conseil du Longhausse, on est capable de régler nos propres problèmes. On n'a pas besoin de grand-mère gouvernementale pour nous dire comment distribuer terrain. Parce que les terrains ne sont pas une faction. Ils sont ni au Conseil de banque, ni au Longhausse, ils sont à la nation. Donc, c'est une manière subtile, encore, de laisser traîner les choses, de ne pas tenir sa parole, parce que ça a été dit dans tous les journaux. Ça devait être la priorité de votre gouvernement, ça, Mme Bourgault. Je voudrais poser une question. Qu'est-ce que vous feriez si, tout près d'une signature, vous recevriez, n'est-ce pas, un communiqué de presse ou un avis vous enjoignant d'arrêter immédiatement que le conseil de bande vient d'être changé par les maires de clan et que ce que vous étiez là, sur le point de signer ne compte plus puisqu'il y a un nouveau chef. Et ce nouveau chef-là ne veut plus. Un instant. Est-ce que je peux terminer? Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Permettons, Mme Bourgault. Donc, on a fait des bonnes volontés. Alors, le nouveau chef dit, ces négociations-là, ça fait 2 ans qu'ils durent avec la municipalité, les 2 paliers de gouvernement. Oubliez ça, on ne veut plus s'en occuper. Monsieur Gabriel, est-ce qu'il y a eu effectivement un changement de porte-parole à la table de négociation? Là moi, je suis perdu, là, parce qu'on parle de quelle entente, là? L'entente de 89. Il n'y a jamais eu d'entente. C'est-à-dire que c'était une entente pour commencer la négociation au niveau des terres. Je vais faire le point là-dessus. Il y avait eu Il y a eu des rencontres préliminaires
pour voir si les négociations étaient possibles. Parce qu'il y a eu quand même une histoire de friction entre le conseil de bande et les deux municipalités. Là, avant de commencer à négocier l'ensemble des problèmes, on a proposé qu'on se rencontre pour voir si c'était possible. Là, dans le mois de septembre 89, le représentant fédéral nous a imposé un document qui proposait, qui appelait un entente cadre. Qui avait été négocié avec l'ancien conseil de bande. Il n'avait pas été signé par aucun conseil de bande. Qui a été signé par personne. OK, ça doit être clair. Moi, j'ai fait la consultation à l'intérieur de la communauté, basée sur ce document-là et basée sur l'étude Pluritech, qui avait été demandée par là, on ne sait plus qui. Parce qu'à un moment donné, il y avait question de deux études. Un qui avait été commandé par la communauté, puis l'autre par le ministère des Affaires indiennes. Fait qu'à un moment donné, là, on ne savait plus quelle étude qui était la bonne, puis à qui on s'adressait. Là, il y a eu la consultation populaire à travers la communauté. Puis là, j'entends depuis ce temps-là que la communauté a rejeté le processus. Pas la communauté. Moi, je vais corriger ça parce que moi, j'ai eu la chance de parler à 203 personnes dans la communauté qui ont assisté. Sur les 203, il y en a 2 qui n'ont pas rendu de décision. Les autres ont rejeté à l'unanimité. Ensuite, on accuse le conseil de bande de dire non, alors c'est la communauté qui... Bon, j'ai pas l'impression qu'on va réussir à régler cette question-là ce soir. Ça dure depuis presque 6 mois et c'est pas encore résolu. Monsieur Vien, il y a une chose, oui, rapidement. Écoutez, on nous écoute, moi je nous écoute les Blancs, parce que j'en suis un. On s'entend même pas entre nous sur la façon dont on devrait régler la question des Autochtones du Québec. Là, on essaie de leur imposer par référendum leur mode d'élection ou leur mode où ils vont s'en sortir pour savoir avec qui négocier. Maintenant, M. Vien... Est-ce que c'est pour cette raison-là, M. Serras, que vous avez décidé, vous, de procéder d'abord par une consultation? Exactement pour cette raison qu'on a décidé de procéder non pas par une consultation, parce que la consultation, c'est pas le but de la démarche. Le but de la démarche, c'est et on s'est commis comme gouvernement de présenter d'ici 1 an et demi une politique globale sur la question autochtone. C'est précisément pour ça, parce qu'il me semble que le vrai débat, je nous écoute depuis un bon bout de temps, les gens qui nous écoutent doivent dire ça n'a pas de sens, on ne réglera jamais rien. Et la démarche, la première fois qu'il va y avoir une démarche globale, cohérente, c'est maintenant. C'est vrai qu'il y a eu des principes d'adopter il y a 5 ans, mais jamais avant on s'est assis comme société pour dire qu'est-ce que c'est l'état des relations qu'on va avoir avec les Autochtones. C'est la première fois qu'on va le faire. Je m'excuse là. Laissez-moi juste terminer. Il y a à travers tout ça, comme je disais au début, des points particuliers dans des communautés, que ce soit à Kanesataki, que ce soit au Lac-Barrière, que ce soit à Pointe-Bleue ou Mastou-UH. Il y a des points particuliers sur lesquels il faut continuer à travailler et mettre de la bonne foi et démontrer par des gestes concrets qu'il y a une volonté politique, puis il y en a une volonté politique pour régler la chose. Alors, mais c'est la première fois... On peut en douter lorsqu'on regarde l'échéancier de la commission Bélanger-Campeau et en même temps la consultation... Ce n'est pas une consultation, M. Gay, c'est un commitment du gouvernement de procéder à une politique globale. Êtes-vous pour ou contre? Pour quelle raison, Mme Sioui? Bien dommage. Regardons quand même parce que vous nous traitez comme des enfants. Non, madame. Vous nous incluez pas dans aucune négociation. Madame, nos chefs devraient être inclus. Vos chefs sont inclus, lorsque madame. vous parlez à vos tables, vous parlez pour nous. Tant que vous allez parler pour nous autres, on ne sera pas là. Juste... Répondez, M. le ministre. C'est totalement... c'est pas exact. C'est la vérité. Non, madame... Vous nous dites que les ministres sont... Bon, permettons M. Serras de répondre au moins à l'objection que vous formulez, Mme Sioui. Le but de procéder à la politique globale auquel on va arriver, il y aura une implication directe de la part des chefs de chacune des communautés. La consultation que je fais actuellement, c'est une partie de ce processus. Ce n'est pas le but de la démarche. Le but, c'est d'amener le leadership autochtone de s'asseoir autour de la table avec la société québécoise, puis qu'on discute. On le fait actuellement, madame, et c'est ce que j'ai annoncé le 19 février. Les gouvernants n'ont pas de place à vos tables de négociation. Et vous négociez tout. Monsieur Jérôme, est-ce qu'on peut s'adresser à vous? Comment est-ce que vous réagissez, vous, devant ce que vous propose actuellement, M. Serras? Pour le lac Barrière, c'est le déboisement qui nous préoccupe le plus, nous autres, parce que avec les ententes des CAF qui ont signé il y a 2 ans de ça, ça a donné des droits, ça a créé des droits aux compagnies, puis après ça, ils vont faire le coupe pendant 25 ans, puis le seul bois qu'ils vont reboiser, ça va être le bois qu'ils vont avoir besoin dans les usines. Puis comme M. Serras disait tout à l'heure, on réglera rien avec des armes. Comme nous autres, comme
vous devez savoir là, que le Lac-Boréal a toujours pris des actions pacifiques. Si les armes ne règlent rien, puis les actions pacifiques, qu'est-ce qui va régler le problème qu'on a en ce moment? C'est ce que je disais, qu'il faut faire la distinction entre les points spécifiques dans les communautés et le dossier global quand on parle. On pourrait bien parler de Kanessetake, de Kanawake, de Lac-Barrière. Je pense que ce n'est pas le but de l'émission, si j'ai bien compris. Alors, j'aimerais qu'on le regarde dans sa globalité. Et comme j'ai dit, c'est la première fois qu'on va faire un débat public, ouvert, large, avec les peuples autochtones, avec le leadership autochtone et avec les autres de la société québécoise qui sont intéressés par la question, pour qu'on arrive, comme société, à définir nos relations entre nous. Et je pense que c'est important. Et effectivement, la parole doit aller aux gens qui sont concernés. Et dans ce sens-là, je souhaite que les gens sont capables de laisser de côté, dans cette démarche, pas de laisser de côté leur point de vue concret, là, mais dans cette démarche, de laisser leur bargaining ou leur positionnement pour qu'on commence à discuter de choses qui intéressent tout le monde, parce qu'on va continuer à vivre ensemble sur le territoire. M. Curtnes, est-ce que c'est une approche qui vous semble convenable pour qu'on aborde au moins le problème de la négociation d'une façon globale? Ce qui est important de préciser, à mon avis, c'est qu'on est en train de s'apercevoir qu'on est culturellement différents. Alors qu'on apprenne à se connaître, la société québécoise et les Autochtones, ça c'est via un dialogue positif, dans un respect mutuel. Une fois, la notion de propriété chez les Amérindiens, je pense que M. Picard en a fait mention, c'est pas la même chose que la notion de propriété dans la société québécoise. Nous, c'est communautaire, vous, c'est du droit occidental. Le droit occidental, c'est basé sur la notion de propriété privée. Quand on aura fait ces distinctions-là, moi, je pense qu'un homme intelligent doit être capable de s'entendre. On vit sur la même terre, puis on veut vivre de façon harmonieuse, puis de façon pacifique. Tout le monde le dit ici. C'est dans le commun qu'on a de la difficulté, à s'entendre. Puis, si on a de la difficulté à s'entendre, c'est parce qu'on ne se connaît pas assez. Et moi, je pense que nous, les montagnards, en tout cas du Lac-Saint-Jean, on prend notre responsabilité pour se faire connaître comme montagnards dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il faudrait que le Québec, le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien informent leur population sur ce que c'est réellement la spiritualité amérindienne, leurs revendications légitimes. Ça fait 300 ans qu'on dit que les revendications sont légitimes. Mon Dieu Seigneur, on devrait les régler si c'est légitime. Mais il faut qu'il y ait une volonté politique. Monsieur Chamberlain, quand vous regardez ça de votre Châteauguay natal, vous avez l'impression que tous ces gens-là vont finir par se comprendre les uns les autres? Bien, on voit qu'on est peut-être 20 personnes ici à soir, puis il n'y en a pas un qui est capable de s'entendre comme tel. Mais il reste une chose que je pense qu'il doit y avoir des négociations à court terme qui doivent être faites parce qu'on ne veut pas revivre une crise comme on a vécu l'été dernier. On a beau voir que le gouvernement nous dit oui, il y a quelque chose qui est en branle, mais je pense que les gens veulent que ça aille encore plus rapidement que ça. Je pense qu'une crise comme on a vécu, c'est dur économiquement pour tous les commerçants. Et en tout cas, quand je dis économiquement, on touche à tout, là. Et en plus, quand on pose la question aux gens, la frustration vient du fait que les gouvernements ne sont pas assez rapides dans les négociations. C'est un problème, on parle depuis l'été passé, mais c'est un problème qui dure depuis longtemps quand même. Mais entre-temps, il y a une certaine inquiétude qui continue de régner. À Kanessetake, M. Jolicoeur, vous êtes prêt, vous, à vendre votre résidence et à déménager? Mais écoutez, il y a un côté pratique à l'affaire. On sait très bien, mettons, que le gouvernement fédéral nous a envoyé des lettres en septembre 89 en disant qu'il voulait unifier les terres. Fait qu'imaginez-vous pas maintenant qu'il y a des gens qui vont vouloir vivre, mettons, dans ce secteur-là, sachant fort bien qu'éventuellement, il va y avoir une unification de terres. Alors, qu'est-ce que... C'est pas la vie de tous, M. Jolicoeur, et on doit reconnaître, je pense que l'été indien nous a servi d'une chose, le fait de prendre conscience aux gens de l'unité qu'il pouvait y avoir, et ça leur donnait un certain coup d'envoi pour que les gens aient un sentiment d'appartenance à l'endroit, et ça sert... Il y a beaucoup d'événements fâcheux, évidemment, il y a beaucoup de répercussions fâcheuses qui ont suivi de l'été dernier. Cependant, j'écoute quelques-uns ici, et même au niveau des Autochtones, il y a un point positif qui s'est toujours sorti, c'est que les cultures et tout ce départ de communication et d'échanges culturels c'est vraiment pris naissance à partir de l'été dernier. La façon de le faire n'était pas justifiée. Cependant, le coup d'envoi est parti, on n'a pas besoin de retourner à l'arrière, on n'a pas besoin d'avoir une autre crise, on n'a pas besoin d'avoir d'autres événements fâcheux. Je crois que, comme tous les gens le reflètent si bien ici, en homme intelligent, on va continuer cette... Sur la question territoriale. Monsieur Perron, oui. Oui. Sur la question territoriale, il y a des choses qui sont véhiculées actuellement qui, je crois, à mon sens, sont complètement irréelles. Puis je vais vous dire pourquoi. On dit, je lisais encore dans le journal ce matin,
On dit que les Autochtones du Québec, les nations autochtones du Québec revendiquent 85 du territoire. Les nations autochtones du Québec ne revendiquent pas 85 du territoire. Les nations autochtones veulent qu'on reconnaisse qu'elles étaient là avant que les Européens arrivent, d'une part, puis d'autre part, pour le restant, ils sont prêts à négocier au niveau de certains droits, des droits fondamentaux que ces gens-là considèrent, puis je pense qu'on doit s'asseoir puis négocier de bonne foi avec ces gens-là, puis ensuite signer des ententes. C'est là qu'est le gros... c'est là qu'on va régler le litige. M. Dufresne, c'est à vous qu'il faut poser la question. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Non, mais je voudrais prendre un point de... Bien, répondez à ma question. Ce 85 du territoire québécois auquel fait référence M. Perron, c'est quand même assez important pour la majorité des Québécois aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire sur ce 85 du territoire québécois? Si les Québécois vivraient sur 85 du territoire qui appartient aux Autochtones, puis ils seraient plus heureux puis mieux traités, c'était l'avantage de qui? Voilà la question. Je vais répondre, par exemple, j'ai un point ici de manque de volonté politique. Ce que monsieur disait, c'est que les Québécois ne connaissent pas notre culture. Nous, à l'Alliance autochtone, on a surtout des Autochtones hors réserve. J'ai envoyé un dossier pour demande de projet directement au ministre Siros pour une ouverture avec les communautés culturelles, on pourrait dire les nouveaux arrivants, puis ceux qui sont ici depuis plus longtemps. On nous a répondu, c'est pas votre domaine. On a présenté le même projet au MCCI. On nous répond, vous autres, vous êtes des Autochtones, allez au ministère des Affaires autochtones. Il n'y a aucune volonté politique qu'on se trouve. Donc, tout de même... M. Siros, cette volonté politique, elle existe ou pas? Et ça, c'est signé par Je ne pense pas qu'on peut tirer des conclusions à partir d'un cas précis ou particulier sans avoir les détails de ça. En tout cas, il ne veut pas parler de dossiers mais précis. j'ai l'impression... Les dossiers précis sont toujours très gênants pour M. Siros. C'est ça le problème avec M. Siros. On ne peut pas non plus aborder les dizaines et les dizaines de dossiers qui sont en suspens simultanément. Il faut y aller globalement. Ce que je dis, c'est que deux ministères... M. Siros, répondez à ma question. Est-ce qu'elle existe, cette volonté politique? La volonté politique, elle existe. Elle existe, on la démontre quotidiennement dans le dossier particulier. Et M. Gay, s'il arrête de faire ce qu'il fait, il va être honnête pour dire qu'on s'est rencontré à combien de fois, moi-même, avec les gens de Rapid Lake pour régler les choses. Avec les autres dossiers, on est disponible. M. Curtis peut attester à ça. Le chef Mitchell a signé des ententes. On est capable de régler les choses quand il y a une volonté de l'autre côté aussi. Et il y a une volonté politique sur l'aspect global de la question aussi. Et ça a été démontré et démontré concrètement par l'engagement concret du gouvernement d'avoir une politique globale. Mme Bourgault, il y a déjà eu plusieurs promesses qui ont été formulées par le gouvernement fédéral. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Bon, alors écoutez, voilà, quand je sais que les Amérindiens ont des revendications qui sont bien fondées, d'autres, à mon avis, ne le sont pas. Ceci étant dit, il faut que ça se fasse en osmose. Il faut que ça se fasse en osmose avec les voisins. On ne peut pas négocier dans une petite chambre la question amérindienne du Conseil Attimaverse-Montagnais sans tenir compte des gens qui habitent à côté. Comme à Oka, il faut que ça se fasse dans un ensemble. Moi, je peux vous dire ceci. Il y a des volontés politiques, mais encore faut-il qu'il y ait des volontés politiques aussi des deux côtés. Quand on arrive à parler de souveraineté, 85 du territoire, moi, la Commission royale d'enquête, ce que je m'attends d'elle, qu'elle me réponde, qu'est-ce que ça veut dire, finalement? Est-ce que ça veut dire que les citoyens qui habitent sur la seigneurie des Deux-Montagnes seraient dorénavant des locataires du peuple amérindien? Est-ce que ça veut dire qu'on aurait des redevances à payer? Des questions fondamentales qui ne sont pas... Personne n'en parle. Je voudrais terminer en disant ceci. J'espère que les nations amérindiennes, à travers le pays, vont comprendre que ça ne règle rien. La crise de l'été dernier a brisé des choses épouvantables, a brisé des liens. D'accord. La crise a brisé des liens. Écoutez, il nous reste quelques secondes seulement avant la pause. Monsieur Gabriel, j'ai une question précise pour vous. Est-ce que la reconnaissance par le premier ministre Mulroney des traités qui datent d'avant la Confédération constitue un point important pour les Autochtones? Pour la Confédération iroquoise, oui. Parce que pour nous, c'est là qu'on va trouver les solutions à ce qui existe aujourd'hui. C'est à travers de ces traités-là qu'on va pouvoir rétablir la paix sociale, si je peux dire. Ça, c'est un pas dans la bonne direction. Pour moi, oui, mais on verra le résultat. Mais là, là, on n'est pas rendu là encore. doit aller beaucoup plus vite dans le processus. Oui. L'été passé, quand la crise d'Oka a commencé, très bien, le fédéral n'était pas présent. On y revient. On s'arrête, on va à la pause. Dans quelques instants, nous reviendrons avec les résultats du sondage à la question que nous vous avons posée ce soir à la maison. Allons-nous, oui ou non, vers un autre été indien? Voici maintenant les résultats de notre sondage de ce soir. À la question « Nous dirigeons-nous vers un nouvel été indien ?» nous avons reçu un total de 467 appels. 374 personnes ont répondu oui, 93 personnes ont répondu non.
M. Picard, en tant que représentant des Autochtones, ça signifie qu'il y a quand même, encore une fois, beaucoup d'inquiétudes dans l'esprit des gens, dans l'esprit des Québécois, chose certaine. Est-ce que c'est dû à un manque de compréhension ou si véritablement la situation est toujours aussi explosive qu'elle l'était l'été dernier? Bien, je pense que ça démontre très bien qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Puis, il y a des dossiers qui sont capitaux. Et une chose est sûre, par contre, c'est que sur les questions culturelles, sur les questions territoriales, en ce qui nous concerne, entre autres, les Atikamekw-Montagnais, on a des prétentions qui sont plus que des prétentions, puis en tout cas, nos communautés ne reculeront pas devant ces prétentions-là. M. Bellil? Moi, d'abord, le résultat du sondage m'épate un peu, là. Je ne suis pas d'accord du tout avec le résultat du sondage. Ce avec quoi je suis d'accord, cependant, c'est qu'il y a une très mauvaise compréhension entre les deux cultures. Maintenant, c'est bien entendu que peut-être pour illustrer cette incompréhension, qu'il me soit permis tout simplement de rappeler que depuis le début de la négociation territoriale, depuis le mois de septembre, les trois partis, gouvernement provincial, fédéral et les Amérindiens, viennent tout juste d'accepter un agenda de discussion. Après 6 mois pour parler. Commencé, là, hein? Seulement l'agenda de discussion, ce qui veut dire que c'est pénible actuellement de négocier. Il y a une volonté évidente de se solidariser. Et ça, c'est récent. Et peut-être que la crise d'Oka a éveillé le Québec au problème amérindien. M. Curnos, est-ce que les Amérindiens auront la patience de poursuivre ce processus que leur proposent les Blancs? Notre patience est légendaire, M. Vien. Mais moi aussi, je suis surpris des résultats parce que notre appel est toujours un appel à la négociation, sauf qu'il va falloir démontrer de la part des gouvernements, puis de la part des communautés autochtones aussi, on va faire notre meilleur culpa s'il faut le faire, mais une volonté réelle de vouloir négocier, puis de reconnaître surtout les droits aborigènes et les territoires, plus la gestion des ressources naturelles. C'est connu de tout le monde que nos variables socio-économiques sont en dessous des variables québécoises et canadiennes, sauf que quand c'est le temps de nous donner une qualité de vie, c'est via les revendications territoriales qu'on veut le faire. Là, on a des difficultés. On se dirige... En 10 secondes, Mme Bourgault. On se dirige vers un avenir meilleur à Oka, j'en suis persuadée, avec le plébiscite. Ça va être déterminant et on fera des choses extraordinaires avec les deux communautés. De toute façon, ce que je retiens des interventions des gens qui sont ici, c'est qu'il y a au moins une chose importante, c'est qu'il faut apprendre à mieux se connaître, il faut apprendre à mieux se parler, et c'est peut-être à partir de ce dialogue nouveau qu'on arrivera à tirer des conclusions intéressantes.